On va pas se mentir, jeux vidéo et cinéma, dans la majorité des cas, ça donne pas un super résultat. Et pourtant, depuis plus de 30 ans, les studios s'acharnent à transformer des jeux cultes en films. Sauf que très souvent, c'est un carnage. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film Minecraft, on va faire le tour des pires adaptations de jeux vidéo, et j'ai fait le choix de me limiter aux films sortis après 2000. Bref, tu savais qu'il existait un film Far Cry? Oui, on connaît tous cette célèbre licence d'Ubisoft, notamment le 3 qui reste encore aujourd'hui mon préféré de la saga, avec son méchant si emblématique qui n'était même pas le méchant principal, mais passons. Inspiré du premier opus développé par Crytek et uniquement édité par Ubisoft, sort en 2008 le film Far Cry Warrior. Et c'est un navet complet qu'on pourrait largement rentrer dans la catégorie nanar, c'est vraiment un téléfilm d'action digne des après-midi sur W9. Et perso, quand je regardais W9, c'était plutôt pour les Simpsons. L'histoire suit Jack Carver, un ex-soldat qui accompagne une journaliste sur une île du Pacifique. Mais sur place, il se retrouve attaqué par des mercenaires mutants et doivent survivre au chaos. Bon, c'est simple, rien ne va, c'est mal écrit, pas beau, mal joué, etc. Et pourtant le film a quand même coûté 30 millions de dollars, ce qui était vraiment pas mal pour l'époque. Bref, l'échec est total, le film est complètement oublié, et quand on voit qui le réalise, c'est même pas vraiment surprenant. Derrière le projet, on retrouve un certain Uwe Boll. Alors son nom ne vous dira sûrement rien aujourd'hui, mais disons que ce n'est pas un grand réalisateur, et qu'il est surtout connu pour avoir enchaîné les mauvaises adaptations de jeux vidéo au début des années 2000. Comme le très mauvais Alone in the Dark, basé pourtant sur un pionnier du survival horror sorti dans les années 90. On peut aussi citer l'adaptation de Blood Rain ou encore de Postal. Franchement, si vous avez du temps à perdre, renseignez-vous sur sa filmographie, j'ai rarement vu aussi drôle, mais dans le côté gênant. A noter que pour le film Far Cry, même si le premier jeu est édité par Ubisoft, c'est Crytek qu'on retrouve véritablement aux commandes, et c'est donc eux qui ont cédé les droits pour en faire un film. Ce que je veux dire par là, c'est que la malédiction Ubisoft au cinéma ne commencera en réalité que quelques années après, avec Prince of Persia: Les Sables du Temps en 2010. C'est le premier vrai test d'Ubisoft au cinéma, et disons que ça commençait mal. Il s'associe avec Disney et Mike Newell, le réalisateur de Harry Potter et la Coupe de Feu, pour produire le projet, avec à l'affiche Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton et Alfred Molina. Bon, déjà, à l'annonce de ce casting, il est vivement critiqué pour ne pas correspondre, l'acteur n'ayant aucun lien culturel ou ethnique avec le personnage. Et encore, si c'était que ça, mais le scénario est considéré par beaucoup comme très faible, prévisible et bourré de clichés avec plein d'incohérences, tout en s'éloignant du jeu originel. Alors de mon côté, je dois l'admettre, je l'avais plutôt apprécié à l'époque et je trouve qu'il s'en sort pas mal par rapport à d'autres adaptations bien ratées. Mais je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, et ça c'est valable évidemment pour tous les autres films de la liste. Quoi qu'il en soit, avec un budget de presque 200 millions de dollars et un box-office mondial de 330 millions, le film est un échec financier. Après ça, Ubisoft repensera complètement sa manière de produire des films et séries, lançant sa division dédiée. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo centrée sur pourquoi le film Assassin's Creed est un échec au cinéma. Un film qui pourrait complètement s'intégrer dans cette vidéo, car même si apprécié par certains, il n'aura clairement pas rencontré le succès espéré par le studio et ne sera pas, de mon point de vue, une superbe adaptation. Et pourtant on retrouve en texte d'affiche Michael Fassbender, Marion Cotillard, mais le principal reproche étant que la majorité du film se déroule dans le présent, alors qu'il faudrait tout l'inverse. Ainsi, avec Prince of Persia et Assassin's Creed, Ubisoft pensait poser les bases d'un empire cinématographique, sauf que ça a montré à quel point il est difficile de capturer l'essence d'un jeu. Et pourtant, un autre studio a tenté le pari inverse, ne rien simplifier et adapter un univers énorme avec des dizaines de personnages, un vocabulaire inventé, et tout ça en un seul et même film. Plutôt que de viser le grand public, le film Warcraft Le Commencement s'adresse directement aux fans hardcore. Sorti en 2016, il a la lourde tâche d'adapter ce monument des jeux multijoueurs. Avec Legendary aux commandes, le studio derrière Dune, le Monsterverse et Pacific Rim, il avait quand même un budget de 160 millions de dollars. On pouvait donc s'attendre à quelque chose de fou, surtout que la promesse était vraiment d'être fidèle au lore du jeu. Le film raconte ainsi l'arrivée des orques sur Azeroth à travers un portail magique ouvert par un chaman démoniaque corrompu par une force obscure. Sur le papier c'est épique, mais il faut l'avouer, ça fait énormément d'informations à prendre pour un seul film. Alors j'ai souvenir que ça m'avait pas forcément dérangé à l'époque, mais c'est clairement un reproche qui est beaucoup revenu. Le film essaye de suivre plusieurs arcs narratifs à la fois, mais aucun n'est pleinement développé. Et c'est bien dommage, parce que pourtant visuellement, même si ça a quand même divisé, ça reste réussi. C'est d'autant plus frustrant que le film posait les bases d'une trilogie. On sent que tout est pensé comme un premier chapitre.
En Chine, le film rencontrera un gros succès avec plus de 200 millions de dollars, sauf qu'en Europe et aux États-Unis, c'est la catastrophe, obligeant le studio à annuler la suite. Warcraft est donc l'exemple parfait du film trop dense, trop chargé, sauf que voilà, certaines fois des films partent dans l'extrême opposé total, avec zéro univers et quasiment tout à créer, comme la licence Need for Speed. Célèbre jeu de course avec des opus mémorables comme Most Wanted et Underground. Autant dire qu'imaginer une version ciné, eh bien c'est pas évident, mais bon, Hollywood se dit que le nom sera assez populaire pour faire vendre, et donc voilà, le développement d'un film est lancé. On apprend même que Aaron Paul, tout juste sorti du succès de Breaking Bad, y aura la tête d'affiche. Pour l'histoire, les scénaristes ne se sont pas pris la tête, on retrouve un type injustement accusé qui veut se venger lors d'une course clandestine organisée par un milliardaire excentrique. En soi, ça pourrait suffire, mais le film abandonne totalement l'ADN de la saga Need for Speed et de son côté arcade et fun, tentant une approche plus profonde et réaliste. Pas de grand spectacle donc, des scènes de course pas mémorables, un sentiment de vitesse absent, un acteur un peu à côté de son rôle, bref, à nouveau un film que tout le monde a oublié. C'est même pas un échec financier vu qu'il a dépassé les 200 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 66 millions. Comme quoi la licence à l'époque et le nom de l'acteur auront quand même suffisamment attiré. Pour le film suivant, oui il y avait un gros acteur, par contre côté popularité de la licence, on repassera. Parlons de Rampage. Faut dire qu'à la base, c'est un jeu d'arcade des années 90 où l'on incarne un gorille, un lézard et un loup géant qui détruisent des immeubles. Sauf que voilà, Dwayne Johnson voulait en faire un film à tout prix et sort donc en 2018 Rampage hors de contrôle. Le film raconte l'histoire d'un primatologue musclé qui s'occupe d'un gorille albinos super intelligent appelé George. Mais un jour, une expérience génétique tourne mal et transforme George en monstre géant ultra agressif. Résultat, il va détruire une ville entière. C'est clairement du divertissement pur avec un The Rock face à des trucs géants. Et ça n'a en soi pas grand chose à voir avec le jeu vidéo. Le pire c'est que c'est un succès, le film dépasse les 420 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de 120 millions. Après on va pas se mentir, il n'a de lien avec le jeu que le nom, le public n'y est clairement pas allé en tant que fan de jeu, mais plutôt souhaitant être diverti devant de très gros monstres, The Rock compris. A l'inverse du film suivant, l'adaptation de Max Payne sorti en 2008. Célèbre licence de Remedy, ensuite repris par Rockstar Games avec le troisième opus. Le jeu est un polar noir stylisé avec une ambiance sombre, du bullet time. Visuellement, le film essaye de reproduire cette ambiance assez gris, assez pluvieuse. Mais ça marche pas assez bien, il n'y a aucune tension, aucune émotion, le bullet time est à peine utilisé, et le scénario n'en parlons pas, il est confus, ennuyeux et manque de profondeur. Même Mark Wahlberg l'a renié, c'est dire, et pourtant ses standards sont pas toujours très élevés. On est plongé là dans la ville de New York avec le détective Max Payne, qui est obsédé par l'idée de trouver le meurtrier de sa femme et de leur bébé. C'est dommage car le potentiel était vraiment fou, de même pour une adaptation de Hitman qui est un cas unique, 2 adaptations, 2 échecs. Hitman, c'est une licence culte du jeu vidéo. Tu joues l'agent 47, un tueur à gages chauve génétiquement modifié, expert en infiltration et en déguisement et en élimination silencieuse. C'est donc un jeu qui récompense la discrétion, la ruse et la méthode. Bref, tout l'inverse de ce que va faire le film, le rendant comme un héros d'action hollywoodien classique. Le premier essai a lieu en 2007 avec Timothy Olyphant et dès les premières scènes, on le comprend, ça va être bourrin. Il y a des gunfights, des explosions, des poursuites en voiture et même un combat à l'épée. Et d'habitude plutôt silencieux, l'agent 47 parle beaucoup. On pourrait donc se dire que voilà, ok, c'est un raté, mais au moins la prochaine fois, ils auront appris de leur erreur. Eh bien, pas du tout. En 2015, sort Hitman Agent 47. Deuxième tentative avec un nouveau cast, un nouveau style et le même plantage. Le film veut moderniser la licence avec de la biotechnologie, des laboratoires secrets, des fichiers, des hackers, etc. Mais voilà, pas de déguisement, pas de plan ingénieux, pas d'assassinat discret, ils se contentent de tirer dans le tas. Le vrai problème de ces deux films, c'est qu'ils ne comprennent pas l'ADN de la licence. Alors oui, c'est peut-être difficile à intégrer dans un film, mais Hitman, c'est la planification, c'est l'observation, c'est l'improvisation, et comment remplir des contrats de manière créative et intelligente. Le plus étonnant, c'est que le premier film a tout de même marché avec un box-office mondial de 100 millions pour 20 millions de budget, et le reboot a fait 82 millions pour 35 millions de budget. En soi, c'est loin d'être des catastrophes financières. Le film suivant ne peut pas en dire autant, parlons de Street Fighter The Legend of Chun-Li.
Bon, Street Fighter c'est un monument, un jeu de baston légendaire, des personnages ultra iconiques, des coups spéciaux devenus cultes, alors faire un film sur Chun-Li dans des personnages les plus aimés de la saga sur le papier, c'est une super idée. Mais ce que Capcom a validé, c'est pas un film de baston stylé, c'est une origin story plutôt molle avec un aspect série B policière et téléfilm, avec une actrice qui ne propose pas du tout un acting convaincant. Les combats sont mal chorégraphiés, mal filmés, et pourtant Street Fighter c'est une licence où chaque perso a une identité visuelle et un style de combat unique. À sa sortie en 2009, le film se fait démolir par la critique et se plante au box-office avec à peine 12 millions de dollars au box-office mondial pour 50 millions de budget. Là, clairement pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre que le flop est total. Et le pire, c'est que le réalisateur du film n'en était même pas à son coup d'essai dans les adaptations de jeux vidéo ratés. En 2005, il a réalisé le film Doom. Alors évidemment, on s'attendait pas à un scénario de fou, mais au moins un film bien fun, avec The Rock et Karl Urban. Sauf que voilà, ils abandonnent l'idée de démons venus de l'enfer et les remplacent par des extraterrestres et des mutants. Donc pas d'enfer, pas de dimension parallèle, pas de délire occulte, et vous avez un échec critique et financier, souvent réputé comme un gros nanar. Le film a coûté 60 millions de dollars, en a remporté 58, et le plus étonnant, c'est qu'en 2019, avec un tout autre casting, ils en ont sorti un second film, Doom Annihilation, en direct to DVD. Et il semblerait, je l'ai pas vu, que ce soit encore pire. Visiblement, c'est possible. On reste dans l'espace avec un film bien plus récent, car oui, on pourrait aussi se dire que les adaptations de jeux vidéo c'est mieux maintenant. Alors en soi, c'est pas tout à fait faux, mais on a encore de bonnes grosses daubes aujourd'hui. On est clairement sur du 50-50. Le parfait exemple, c'est Borderlands, sorti en 2024. C'est une catastrophe totale et pourtant le potentiel était fou. Un film spatial, déjanté, avec des personnages délirants ou en couleur. Sauf que voilà, le développement du film a été un bordel, plusieurs scénaristes, des reshoots importants. On sent que les acteurs n'avaient pas signé pour ça puisqu'on retrouve Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black et Jamie Lee Curtis. L'humour noir et le ton irrévérencieux caractéristiques de la franchise ont été clairement retirés pour passer sous la classification Peggy 13. Le scénario est jugé comme incohérent, simpliste, rempli de clichés. L'univers riche des jeux est mal exploité, les costumes, les décors, etc. c'était ultra cheap. Et on n'est clairement pas digne d'un film qui aurait coûté dans les 120 millions de dollars. Bref, la sentence tombe, le film ne génère que 33 millions de dollars et aurait fait perdre de l'argent au studio. Et il est vrai que l'équilibre n'est jamais facile à trouver, il faut respecter le jeu à tout prix. Et c'était d'ailleurs la promesse de Resident Evil Welcome to Raccoon City, sorti en 2021. Faut dire que Resident Evil, c'est la franchise de jeux vidéo d'horreur culte. Et d'ailleurs, entre 2002 et 2016, la saga a été adaptée dans 6 films, tous réalisés par Paul W. Anderson, avec Mila Jovovich, en héroïne originale totalement inventée pour le cinéma. Alors ils sont clairement pas connus pour être des films de qualité, mais comme ça n'avait strictement rien à voir avec les jeux, en dehors de certains noms de personnages, ça avait le mérite d'être honnête. On est juste sur des films d'action avec des zombies, des clones et des explosions, et des saltos en slow motion. Les fans râlaient, les critiques détestaient, mais le public suivait. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce même réalisateur va aussi réaliser juste après l'adaptation de Monster Hunter. Alors évidemment, au vu de l'équipe créative, on s'attendait clairement pas à un gros succès, d'ailleurs ça ne l'a pas été, le film a été un flop total, seulement 40 millions de dollars au box-office mondial. En France, c'est carrément sorti directement en direct ou DVD. Faut dire que déjà que les films Resident Evil n'étaient clairement pas fidèles au jeu, alors là il y a clairement plus aucune volonté, c'est juste Monster Hunter de nom et ça s'arrête là. Le scénario est pas bon, c'est pas particulièrement beau, on est clairement dans le top de ce qui se fait de pire en termes d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Bref, pour en revenir à Resident Evil, dans l'ambition de faire oublier cette saga-là, Capcom et Sony décident de tout reboot avec Resident Evil Welcome to Raccoon City, en promettant cette fois un film fidèle au jeu. Et là, tout le monde s'est dit enfin ils ont compris, mais non. C'est le reboot qui veut tout faire et qui ne fait rien. Le film essaye de fusionner le premier et le deuxième jeu en un seul film d'1h45. Résultat, tout est rushé, rien n'est développé, les personnages sont survolés, les intrigues s'entassent. Tu sens que le film veut cocher des cases histoire de faire plaisir aux fans. Mais ça marche pas, c'est un mélange de fan-film et de téléfilm très moyen. Avec un budget de 25 millions, le film n'en rapportera que 41. C'est donc un flop, condamnant tout espoir de suite. Pour finir, côté horrifique, cas unique avec une première adaptation au cinéma plutôt réussie, c'est le second volet qui a été une catastrophe totale, Silent Hill Révélation, sorti en 2012. Célèbre saga de jeux vidéo d'horreur psychologique, le film tente d'adapter le troisième jeu vidéo. Bon bah voilà, le scénario est mal construit, les scènes censées produire la tension et les sursauts vont clairement échouer à captiver le spectateur, et malgré des références aux jeux vidéo, celles-ci sont clairement mal intégrées et on est très loin de l'atmosphère immersive du premier film.
Et évidemment, dans cette vidéo, on aurait pu aussi mettre le film Minecraft, qui clairement divise énormément, parce que d'un côté, il cartonne au box-office, et de l'autre, les critiques le descendent. Je vous laisserai évidemment me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parmi cette liste, quels sont les pires films qu'on a pu avoir. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties.